Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Il y a 3 semaines, la Turquie, un peu plus de 3 semaines, la Turquie a attaqué une enclave habitée essentiellement par des Kurdes dans le nord-ouest de la Syrie, bombardant la ville et le canton d'Afrin. Bombardements qui ont déjà fait, vous le savez sans doute, plusieurs dizaines, sans doute même centaines de morts, de victimes, beaucoup de civils, beaucoup de femmes et d'enfants. Alors, ce n'est certes pas la première fois que le régime turc et Erdogan tout spécialement s'en prend aux Kurdes. On va en parler avec vous tout à l'heure, et que la Turquie agresse cette communauté. Là, ça se passe en plus en territoire syrien, donc en dehors du territoire de la Turquie. Il y a eu un débat ici au Parlement européen hier sur cette question de la situation de la Turquie, de ce que l'Europe doit faire dans cette conjoncture. On en parle avec vous. Marie-Christine Vergiat, vous êtes députée européenne, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. José Bové, vous êtes député européen des Verts, Alliance Libre Europe. Et Jean-Paul Denanot, vous êtes socialiste et démocrate. Alors, simplement un petit mot, rapidement, si vous voulez bien. Que pensez-vous d'abord de cette nouvelle escalade du régime de Erdogan contre une communauté qui en rien ne menaçait la Turquie, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Et comment est-ce que vous analysez cet acte, Marie-Christine Vergiat? Moi, je crois que M. Erdogan est fidèle à lui-même depuis quelques années, et notamment dans ses attaques contre la communauté kurde, qu'elle soit sur son territoire ou ailleurs. Il a toujours mis un signe égal entre le PKK et Daesh. Et dans les faits, je dirais que même il est plus un allié de Daesh que du PKK, et des forces assimilées au PKK, dont le PYD, qui ont été dans les principales forces, qui se sont opposées et qui ont permis la libération quasiment totale aujourd'hui du territoire syrien des forces de Daesh, parce que la situation syrienne est encore très très compliquée. Donc il profite du moment, je dirais, pour lancer cette offensive et continuer de régler ses comptes avec les Kurdes. Et ça s'est très bien vu, y compris sur le territoire de la Turquie, puisque tous ceux qui ont dénoncé cette offensive militaire illégale, contraire au droit international en Turquie, se sont immédiatement fait arrêter, et qu'il en a profité pour donner un tour de vis supplémentaire à l'état d'urgence. Il y a eu plusieurs centaines d'arrestations, là, encore une fois, depuis cette intervention sur Afrin d'il y a 3 semaines. José Bové, la manière dont vous analysez ça, vous également, sachant qu'on n'en finit pas, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord déjà avec ce qu'a dit Marie-Christine, parce qu'effectivement, on est dans une situation singulière. C'est-à-dire que la Turquie s'arroge le droit d'occuper illégalement partie d'un territoire de Syrie, tout le nord. Et là, on commence dans la première poche, mais son objectif est de contrôler tout le territoire de la frontière, en gros toute la partie kurde de la Syrie. Parce qu'il ne supporte pas qu'il puisse y avoir une autonomie de ce territoire, et ça depuis le début. Donc c'est vrai que là, c'est quelque chose qui est, à mon avis, stratégique de sa part, à un point absolument invraisemblable. Donc moi, je pense que là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, les alliances sont très bizarroïdes en ce moment-ci, puisque les États-Unis avaient soutenu que cette zone serait sous le contrôle des Kurdes et qui soutiendrait pour mettre un certain nombre de bases pour effectivement éviter des rentrées nouvelles de gens de Daesh. Aujourd'hui, la Turquie, en attaquant les Kurdes, en fait, rend service à Daesh de manière très claire, puisqu'en fait, il permet une certaine porosité. Et en gros, Daesh n'aurait jamais été alimenté par autant de personnes venues de l'extérieur s'il n'avait pas laissé les frontières et les gens passer par là, avant que les Kurdes ne tiennent le territoire. Donc ça, c'est une problématique. Deuxième problématique, Erdogan se situe à un moment très singulier où il n'y a aucune négociation sur la Syrie et où toutes les initiatives de négociation tombent à l'eau systématiquement. Quand c'est organisé par la Russie à Cholci, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Les États-Unis ne font rien et personne s'y intéresse. Et on voit bien que maintenant, on a des forces très contradictoires dans cette affaire, avec l'Iran qui revient aussi, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en ce moment même, l'Iran a chaud aux fesses avec les manifestations qui se passent en territoire chez eux, et notamment avec la partie kurde de l'Iran, où il y a aussi, c'est là où il y a eu des tremblements de terre, où les gens sont dans la misère la plus importante, et il y a aussi beaucoup de révoltes. Donc je dirais qu'il y a une espèce de coalition aujourd'hui bizarroïde, en fait, contre les Kurdes dans quelques pays que ce soit. C'est ça. Jean-Paul Denanot, un mot quand même des réactions internationales.
assez inexistante, il faut quand même bien le dire, depuis cette invasion. On n'entend pas grand monde. Oui, c'est inquiétant, effectivement, mais je crois que Erdogan a une véritable obsession envers le peuple kurde, que ce soit le peuple kurde interne à la Turquie ou le peuple turc dans les pays voisins. Et effectivement, il mise tout sur cette obsession pour renforcer son pouvoir, et je crois que c'est grave. Et l'international devrait intervenir davantage, notamment l'Union européenne. Et nous sommes un certain nombre hier soir à être intervenus pour dire que l'Union européenne ne peut pas rester silencieuse. Pour l'instant, elle est. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de la... Madame Mogherini est très inquiète. Oui, mais, voilà, c'est ça. Hier soir, les réactions de tous les collègues députés dans l'hémicycle étaient assez unanimes sur cette question, en disant qu'il faut maintenant que l'Union européenne non seulement parle, mais agisse. Et l'Union européenne peut agir sur la Turquie. Et je crois qu'elle a les moyens de le faire, et il faut qu'elle le fasse. Aujourd'hui, on est dans le discours. Il faut maintenant passer aux actes. Alors, ce qui est clair, on en dit deux mots avec vous, Marie-Christine Vergiat, c'est qu'effectivement, hier, dans le débat qui a eu lieu au Parlement européen, il y avait une vraie unanimité, ce qui est rare tout de même, sur une question internationale en plus, sur une question de guerre en plus, qui est une question extrêmement sérieuse. Il y avait quand même une assez large majorité de députés qui étaient contre, cette intervention, et pour aussi sanctionner tout de même ce régime d'Erdogan pour ce qu'il fait en matière de démocratie, de non-démocratie plus exactement, et de non-respect des droits de l'homme dans son pays. On ne va pas rappeler la litanie des journalistes, des fonctionnaires, des juges, des en prison, des députés kurdes, des élus des villes kurdes, etc. Quasiment plus aucune ville kurde n'est gérée par des Kurdes élus démocratiquement. Ils ont tous été remplacés, mis sous tutelle par des fonctionnaires aux ordres d'Ankara. Alors, mais en même temps, on sentait tout de même qu'il y avait de la part des représentants des Européens, que vous êtes ici dans le Parlement européen, une certaine unanimité pour que ça cesse. Mais comment ? D'abord, je dirais qu'il ne faut pas être dupe de cette unanimité à l'intérieur du Parlement européen, parce que tout le monde n'a pas les mêmes motivations. Bien sûr. Je crois que tous les trois, nous pouvons être d'accord sur une chose, c'est que nous soutenons la population de Turquie. Et dans ceux qui, dans l'hémicycle, attaquent le gouvernement Erdogan, il y a des gens qui sont anti-turcs, anti-musulmans primaires même, et qui en fait bataillent bataillent contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et donc ils sont trop contents de trouver des prétextes. Donc ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme pour un pays qui frappe aux portes de l'Union européenne et qui demande son adhésion. On est tous unanimes. En tout cas, la majorité du Parlement européen a voté un gel de la demande d'adhésion de la Turquie. Moi, je suis pour qu'on aille plus loin. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron met derrière les mots quand il dit « je suis pour qu'on gèle l'adhésion, mais pour qu'on fasse un partenariat avec la Turquie ». Ce partenariat, il existe. Il est en cours de rénovation, ça s'appelle l'union douanière. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait agir. Moi, je pense que c'est ces négociations-là qu'il faut bloquer. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et que la question économique, si on veut agir, c'est sur les questions économiques qu'il faut arriver à agir. Or, M. Erdogan se sert de l'adhésion à l'Union européenne pour faire du chantage sur l'Union européenne. C'est ce qu'il a mis en place avec ce qu'il est convenu d'appeler la crise migratoire, et qui n'est pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil des réfugiés. Qu'on le dise et qu'on le répète, M. Erdogan a créé les moyens de pression sur l'Union européenne, et il continue. À chaque occasion, il était encore interviewé dans la Stampa dimanche, il ramène cette question du chantage à l'immigration. Et nos gouvernements sont frileux et même tétanisés par cette question-là, ce qui est dramatique. Ouais. On a effectivement les moyens de faire pression sur la Turquie si on le veut. Voilà. Est-ce que c'est encore un vrai argument, cette histoire des migrants, ou est-ce que c'en est plus un ? Parce qu'on sort ça à chaque fois, on dit l'Europe fait rien, parce que vous comprenez, il y a la question des migrants, on a signé avec lui, donc on lui donne de l'argent, il fait le travail à notre place, etc. Est-ce que cet argument-là finit pas par s'user aussi un petit peu à l'heure actuelle ? Je pense que l'argument use, sauf qu'on a bien vu qu'effectivement, il se sert de cela. Et qu'il y a un certain nombre de pays européens qui sont très contents de cet argument. Je pense à la Hongrie et à quelques autres dans le secteur. Ils savent très bien qu'effectivement, si Erdogan ouvre les vannes des frontières, il organisera lui-même l'exode.
Je ne vais pas dire que c'est lui qui sait ce qu'il a déjà fait. Il ne va pas forcément gonfler lui-même les bateaux pneumatiques, mais enfin, c'est quasi. On en est là. Donc, il se sert de ça de manière très cynique. Je dirais aussi qu'il joue un jeu complètement invraisemblable sur toute la sphère dans cette région. Puisqu'on a vu quand il était en Italie, à la fois il défend son attaque contre les Kurdes et ensuite il défend Jérusalem contre les États-Unis et contre le fait que l'ambassade des États-Unis puisse reconnaître cette capitale unique et entière uniquement pour Israël. Il joue sur tous les tableaux en même temps. On a l'impression qu'Erdogan est en train de revenir au fantasme et au rêve ottoman. On en est là. C'est-à-dire que ce type-là, aujourd'hui, il est dans un rêve ancien où la Turquie est au centre du monde musulman, moyen-oriental, etc. Il est dans ce fantasme-là. Et donc, à un moment, il faut prendre des positions claires. Et l'Union européenne n'a pas de courage politique. À un moment, il faut dire, on stoppe au niveau économique. Mais là, après, on revient sur la question allemande, avec la grande communauté turque en Allemagne. Et donc là, il y a une pression à nouveau de déstabilisation de Mme Merkel par l'intermédiaire de la communauté turque. Donc, il essaie de jouer sur tous ces tableaux. Comme l'Europe n'est pas claire, eh bien, en fait, tout le monde accepte son chantage. Oui. Mais de quoi disposerait... Alors, ça a été dit hier dans le débat, bien sûr. On a parlé, vous en parliez il y a 2 secondes, José Bové, on a parlé de sanctions économiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement aujourd'hui? Ceux qui nous regardent, ça les intéresse aussi de savoir ça. Que pourrait faire l'Europe en termes de sanctions contre un pays comme la Turquie pour essayer de les obliger à plier, en leur montrant que finalement, tout de même, on n'est pas tout à fait d'accord, si tant est qu'elle en a envie, comme vous le disiez. En fait, on se retrouve dans un schéma malheureusement classique, les droits de l'homme contre le business. C'est la vraie question qui est posée aujourd'hui. C'est pour ça aussi que la réaction internationale n'est pas ce qu'on attendrait, effectivement. Je crois qu'il faut qu'on ait ce courage politique, dire à un moment, les droits de l'homme priment par rapport à toutes les actions de business qu'on peut avoir avec la Turquie. Alors, ceci dit, moi, je ne suis pas partisan de lâcher complètement la Turquie, parce que si on la lâche complètement, elle va partir vers d'autres cieux. Moi, ça, c'est un argument européen un peu généralisé, quoi. C'est ce que dit la Commission aussi. Je pense qu'effectivement, il faut la tenir par un élastique, quelque part. Et c'est vrai que le gel de l'intervention des fonds de préadhésion est une bonne formule, de mon point de vue en tout cas. Et cette formule-là, il faut qu'on la pousse jusqu'au bout. C'est-à-dire que maintenant, il faut que la Commission s'en empare et fasse en sorte que les choses rentrent dans les faits. Parce que c'est comme ça, je crois, qu'on va essayer d'avancer. Alors, il semblerait qu'il y ait en prévision une rencontre au mois de mars entre Erdogan et Jean-Claude Juncker. J'espère que l'Union européenne aura le courage de dire un certain nombre de choses, de dire à Erdogan, si vous continuez à bafouer les droits de l'homme comme vous le faites, à intervenir militairement dans d'autres pays en violation totale des conventions internationales, eh bien, vous allez être victime d'une sanction, une vraie sanction, parce que les fonds d'adhésion ne sont pas neutres en Turquie. Moi, je suis allé en Turquie il y a 1 an maintenant, et on a regardé au titre de la commission budget comment les fonds d'adhésion étaient utilisés. Eh bien, ils sont utilisés surtout pour les copains d'Erdogan, pour tout dire. Donc voilà, et donc là, il y a un vrai problème de fond qui est posé, et l'Union européenne devrait vérifier davantage ce qui se passe avec ces fonds d'adhésion. Votre point de vue, sachant que pour l'instant, ça lui a quand même été dit par l'Europe à Erdogan, ce qu'on est en train de dire là, avec finalement peu d'effet. Disons aussi que le Conseil de l'Europe, par exemple, qui est ici à côté, a mis la Turquie en procédure de suivi pour les questions intérieures, de non-respect de l'état de droit, etc. Que la Commission de Venise également est contre la constitution qui a été soumise à référendum et qui a été votée, ce qui n'empêche pas finalement Erdogan de dire à chaque fois qu'il n'en a pas grand-chose à faire finalement. C'est exactement ça. Ça fait 18 mois aujourd'hui qu'on est dans une situation en Turquie qui est insupportable du point de vue des droits de l'homme, du point de vue de la démocratie. Des centaines de milliers de personnes ont été licenciées, arrêtées. Tous ceux qui s'opposent à Recep Erdogan se retrouvent immédiatement emprisonnés, sans la plupart du temps qu'ils sachent même sur quelle base, sans qu'ils aient accès à des avocats. Donc toutes les bases de l'état de droit sont sapées en Turquie, et les récentes arrestations vont encore dans ce sens-là. Et moi, je ne trouve pas que l'Union européenne dise quoi que ce soit. On lui déroule le tapis rouge, on lui a déroulé le tapis rouge en France, il a été reçu par M. Macron. On vient de lui dérouler le tapis rouge
en Italie et il en profite pour faire sa propagande et sans qu'il y ait aucun frein. Et moi, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas couper tous les ponts, parce que bien évidemment, y compris nos amis kurdes disent il ne faut pas couper tous les ponts, on a besoin que vous soyez à nos côtés pour continuer. Mais en même temps, il faut arriver à dire des choses qui sont solides. Et moi, je ne crois pas que la question du gel des crédits préadhésion suffise. Je pense qu'avec l'union douanière, je le répète, avec la réforme de l'union douanière qui est en cours aujourd'hui, là, il y a un instrument pertinent. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la situation économique de la Turquie n'est pas si florissante que ça. Hein, M. Erdogan est en difficulté. Et oui, il y a beaucoup de corruption en Turquie. Donc, qu'on appuie sur les questions et les échanges économiques. Un mot, José Bové, sur la mobilisation, tout de même, à laquelle a donné lieu en Europe cette attaque de Erdogan contre le canton d'Afrine. On a vu quand même beaucoup de manifestations, on a vu des gens, soudain, on ne savait pas forcément qu'il y avait une conscience un peu citoyenne européenne sur ces questions des Kurdes et sur cette question de l'invasion du Kurdistan, d'une partie du Kurdistan syrien. C'est important à l'heure actuelle, d'autant que ça fait plusieurs jours que cette mobilisation se poursuit dans un certain nombre de villes européennes, en France aussi d'ailleurs, et on a vu qu'il y avait du monde dans les rues. Alors moi je pense que c'est important, mais je pense que ce n'est pas un hasard. Ça fait très longtemps qu'il y a une conscience par rapport à ce qui se passe en Turquie et de solidarité avec le peuple kurde à travers toute l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui est constant et important. On a travaillé les uns et les autres d'une manière ou d'une autre pendant des années pour essayer de construire les passerelles pour construire une sortie pacifique au conflit entre la Turquie et la reconnaissance du peuple kurde. Moi, j'y suis allé sur place, etc. Et plein d'autres l'ont fait, etc. Mais on a été à un moment où on a cru qu'il y avait quelque chose qui était en train de passer. Il y a eu un moment de démocratisation et d'ouverture. Sous Erdogan, au début. Les négociations avaient été entreprises. Et même les négociations avec le PKK. Ouais. Et il y avait effectivement même des prises de position d'Öcalan depuis sa prison qui allaient vraiment dans cette direction-là. Et là, on a espéré quelque chose. Et là, les choses se sont développées. Et ensuite, un coup brutal. Je dirais qu'aujourd'hui, on a à la fois, il faut le dire, il faut employer les mots, un dictateur. C'est pas une démocratie dure, non, c'est une dictature avec, pour reprendre les questions économiques, pourquoi il faut être beaucoup plus clair sur les questions économiques, un complexe militaro-industriel, parce que comme dans beaucoup de dictatures, ce sont les militaires qui contrôlent plus d'un tiers de l'économie en Turquie. Et ça pose un véritable problème, c'est-à-dire qu'en fait, on a une économie qui est au service de petits copains, mais dont souvent ce sont les militaires. Et donc ça crée effectivement une économie très singulière et très particulière qui échappe aux règles classiques de l'économie. Donc moi je pense qu'il faut être très ferme là-dessus. À un moment, il faudra se poser la question aussi, devant quel tribunal international, peut-être il faudrait à un moment conduire Erdogan. Est-ce que déjà dans un premier temps, il ne faudrait pas faire un tribunal Russell de la pratique de mois de mars à Paris. Et voilà, donc ça c'est très bien, comme ça permet de l'annoncer. Il y en a un, et ensuite de voir à partir de là où on va. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Hein, il faut vraiment là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que, et je finis avec ça, ce qu'on est en train de voir, c'est que les Kurdes aujourd'hui en Syrie, ils se posent même la question de discuter avec le régime de Bachar. Bien sûr. Parce qu'ils sont pris dans un étau. Ils sont coincés. Bien sûr. Donc ça recomplexifie encore les histoires. Donc on est effectivement à un moment un peu crucial. Et si l'Europe n'est pas claire par rapport à la Turquie, on repart pour un tour. Sachant que ce foyer nouveau de guerre est un nouveau foyer de guerre au Moyen-Orient en règle générale. C'est-à-dire que c'est aussi, ça attise la guerre dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ça ne va pas faciliter les solutions de paix. Voilà, c'est ça. Peut-être ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que M. Erdogan est appuyé dans son intervention militaire sur des forces qui sont de la recomposition de Daesh et sur de la recomposition d'Al-Qaïda, Al-Nusra et compagnie. Issus d'Al-Qaïda, etc. Donc c'est les hommes de terrain, c'est ceux qui sont derrière les tentes. Il faut le dire et le répéter quand même, parce que ça joue aussi dans le règlement du conflit syrien en général. Les alliés de M. Erdogan ne sont pas n'importe qui, quoi. Voilà, merci à vous. Bien sûr, c'est un débat qu'on va continuer à avoir ici au Parlement européen et une actualité qu'on va continuer à suivre parce qu'on est en plein dedans. Merci à vous et puis merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.